avant tout deux petites précisions. Je ne suis ni une spécialiste de Gramsci, ni une spécialiste de Gobetti. Voilà, ça c'est la première précision qui me semble importante de donner. Vous allez vous dire, mais alors qu'est-ce que vous faites ici? Bon, l'idée était pour moi de travailler sur ces deux figures dans un moment très particulier, le moment de leur rencontre, hein, en gros, le moment des luttes sociales les plus fortes à Turin, leur ville d'adoption, et donc d'essayer de comprendre comment cette relation, comment cette rencontre peut donner un cadre, ou disons peut nous amener à réfléchir sur ce qu'on peut appeler une génération politique, avec des affinités précises qui ne peuvent pas juste se caler dans des étiquettes politiques, en particulier dans cette période-là, et en particulier en Italie. Alors, je vais travailler en 3 points. Un premier point, disons, d'introduction autour des accroches entre les deux intellectuels, et puis un deuxième point que j'ai intitulé, que je vais le trouver, deux personnalités singulières dans une réalité de lutte de classe, que j'emprunte en fait à Paolo Spriano, et un troisième point que j'ai intitulé une liberté libertaire qui libère et qui émancipe. Et c'est ce troisième point, donc mon point conclusif, qui va montrer précisément comment Gramsci a pensé, a réfléchi à cette relation très particulière qu'il a liée au libéral révolutionnaire tel qu'il se définissait lui-même, c'est-à-dire à Piero Gobetti. Alors, la relation entre Antonio Gramsci et Piero Gobetti a été jusqu'ici très peu traitée, je dirais même maltraitée par l'historiographie, et évidemment essentiellement italienne. Même si les deux noms sont souvent associés, suivant les ouvrages que vous lisez, hein, les deux noms sont souvent ou apparaissent au détour d'une page souvent associée, on souligne les liens d'amitié ou les analyses critiques et aiguës de Piero Gobetti sur Gramsci ou sur l'Ordine Nuovo. Et en fait, il est important, à mon avis, de travailler sur ces deux figures, non seulement pour ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de comprendre une période très très intense de la vie politique italienne, qui précède, comme l'a dit Jean-François, l'arrivée du fascisme au pouvoir, mais aussi il devient de plus en plus important de travailler sur ces deux figures, puisque, comme vous le savez, hein, on a commémoré les 75 ans de la mort de Gramsci depuis une année, et depuis une année sortent toute une série d'ouvrages, plus ou moins fondés d'ailleurs, sur une renonciation de Gramsci au communisme à la fin de sa vie, sur une lecture des cahiers de prison comme une revue, disons, anticommuniste d'un Gramsci qui se serait trompé, et avec cette idée aussi d'un Gramsci qui aurait été en quelque sorte sauvé par le fascisme italien, puisqu'il n'est pas mort, comme vous le savez, en prison, mais et on utilise précisément dans le cadre de ces textes la figure et l'amitié avec le libéral révolutionnaire Piero Gobetti comme étant la marque cardinale d'un communiste qui serait un communiste libéral, qui certes qui s'est emporté pendant les conseils d'usine, qui a certes travaillé autour du mouvement ouvrier, mais qui, à mesure qu'il s'est confronté avec la vie et les écrits d'autres auteurs, se serait finalement reversé vers un libéralisme plus proche de celui de Gobetti. Donc, importance de travailler sur ces deux personnages, parce que pour moi, comme vous allez le voir très vite, les deux figures, en fait, en gros, Gramsci influence beaucoup plus Gobetti, en tout cas sur le mouvement ouvrier et sur les luttes et la conflictualité sociale en Italie, et sur son analyse de ces luttes, que ne le fait Gobetti, hein, concrètement dans ce cadre-là. Alors, les points d'accroche, c'est tout d'abord, entre les deux intellectuels, c'est tout d'abord Turin, hein, l'intensité d'une vie politique, sociale, culturelle très forte, hein, au cœur d'une ville industrielle où les soulèvements populaires sont en gros en monnaie courante depuis la fin du XIXe siècle. C'est cette cité-là, hein, qui est au cœur de leur réflexion. C'est évidemment là
que les deux intellectuels, l'un militant actif, l'autre analyste politique, vont œuvrer. Turin, c'est aussi une ville en profonde mutation, dont les hauts taux de combativité ouvrière sont à relier avec les migrations, ville, campagne, et avec l'importance toujours plus croissante d'une population ouvrière qui lutte toujours plus massivement, comme l'a dit Jean-François, en particulier dans le cadre de la Première Guerre mondiale et en particulier dans cette fameuse année 17 où Turin est au cœur de fortes agitations ouvrières. C'est en deuxième point deuxième point d'accroche, ce sont deux intellectuels qui appartiennent à la même génération politique, c'est-à-dire, pour reprendre les textes classiques de Mannheim, c'est-à-dire qui ont été exposés à une même situation, un processus social et historique commun, qui les ont profondément bouleversés, qui ont profondément marqué les tournants politiques et sociaux et leurs analyses. Mais c'est aussi deux intellectuels et une même génération, je dirais, intellectuelle, pour faire la différence, puisque ce sont deux personnes qui ont été nourries, on sait, on ne peut pas travailler sur l'histoire de l'Italie sans travailler sur Benedetto Croce, qui ont été nourries par l'idéalisme de Croce, et qui ont été nourries par ce qu'on appelle le concrétisme de Salvini, c'est-à-dire l'idéalisme appliqué à la réalité concrète d'une analyse historique concrète de l'Italie de ce moment-là. Et puis ce sont deux personnes qui ont été portées, disons, par cette critique de Giovanni Gentile, autour du sens éthique de la politique, du volontarisme, comme premier élément de lutte politique et sociale. Troisième point, troisième élément de raccroche, c'est évidemment l'antifascisme comme dénominateur commun, parce qu'on ne peut là non plus pas saisir leur rôle et la manière qu'ils ont d'envisager cette extraordinaire force des conflictualités sociales à Turin entre 19 et en particulier durant ces quelques semaines de l'occupation des usines en 20, sans le mettre en parallèle avec une montée du fascisme toujours plus importante dans les villes italiennes, et avec des escouades toujours plus menaçantes dans les villes italiennes, et avec cette conscience qu'ont les deux intellectuels que si le mouvement des conseils d'usine et le mouvement de l'occupation des fabriques venait à échouer, ce serait le triomphe de la réaction, clairement, et ce serait le commencement d'une ère de brutalité, de violence et en l'occurrence de fascisme. Alors, deuxième point, ce que j'ai appelé les deux personnalités singulières dans une réalité de lutte des classes. Comme le dit Sprian, en prenant en quelque sorte lui aussi, partant de Mannheim, c'est en définitive l'expérience concrète du mouvement à Turin qui marque le tournant politique, un tournant politique dans la pensée de Gramsci et de Gobetti. Si on met de côté, bien sûr, la révolution d'octobre qui était là aussi un élément cardinal dans la formation, évidemment du jeune Gobetti, qui a 10 ans de moins que Gramsci, mais aussi, bien sûr, dans la manière qu'a Gramsci d'envisager la lutte politique et sociale. Alors, ce moment-là, ces 2 années rouges, c'est des milliers de grèves, c'est plus d'un million de grévistes, c'est 16 000 journées de travail perdues. C'est donc une force sociale extrêmement importante. Et il faut se rendre compte de cette force-là pour essayer de saisir à quel point le choc de l'échec et de l'arrivée subséquente du fascisme est essentiel, est cardinal pour essayer ensuite de saisir comment, notamment, se situe. Alors, l'expérience essentielle des conseils d'usine en particulier, qui va se développer essentiellement, il faut le dire, à Turin, Milan et Gênes, qui sont les lieux les plus forts, et qui va se développer aussi parce que, comme le soutient une historienne italienne, parce qu'en définitive, les conseils d'usine, c'est pas seulement une combativité ouvrière telle qu'on avait l'habitude de la concevoir, avec un certain nombre de réformes qu'on pouvait demander, mais c'est pour un grand nombre de travailleurs, et en particulier les travailleurs turinois, la révolution socialiste en acte. C'est plus la promesse d'un futur socialiste, mais c'est la révolution socialiste en acte, et on y croit. Et c'est non seulement une option de Gramsci, mais c'est aussi
une option du libéral révolutionnaire Gobetti. Donc c'est bien le Turin légendaire, héroïque, la capitale de la révolution communiste, comme l'appellera italienne, comme l'appellera Gramsci, la Petrograd italienne, comme l'appellera Gramsci, qui est le lieu fort de cette relation entre Gobetti et Gramsci. Et Gobetti reprend, et c'est là-dessus que je vais terminer mon deuxième point, Gobetti reprend fortement cette image des conseils d'usine et de l'occupation des fabriques et l'analyse des conseils d'usine que produit Gramsci à ce moment-là. Alors pour Gobetti, les conseils d'usine, ce sont les germes des soviets en Italie. Ce sont des faits exceptionnels, c'est une révolution en acte, c'est la première étape d'une véritable révolution à venir. Et Gobetti soutient cette option en accord parfait avec Gramsci, et il écrira notamment à sa fiancée à ce moment-là: « Nous sommes en pleine révolution, je suis avec sympathie les efforts des ouvriers qui réellement constituent aujourd'hui un ordre nouveau. J'ai l'impression que le ciel est en train de s'éclaircir devant moi, qu'il y a une nouvelle bataille qui s'ouvre devant le siècle et que nous devons en faire partie. » Je clôt là-dessus. Donc pour Gramsci comme pour Gobetti, ces conseils d'usine, et y compris l'occupation des fabriques, c'est le début d'une révolution socialiste en acte. Gramsci aussi le croit sincèrement. Il y a jusqu'à la fin une véritable manière d'envisager ces luttes spécifiques comme étant le début d'un processus révolutionnaire. Alors, pour Gramsci, ce qui est intéressant, c'est de constater ce qu'il dit finalement de Gobetti, du libéral révolutionnaire Gobetti dans cet espace-là. Il dit finalement Gobetti a été mis à travers les conseils d'usine et à travers l'occupation des usines et à travers les hauts taux de conflictualité forts et d'espoir que ça a provoqué à Turin, en contact avec un monde vivant qu'il n'avait jusque-là connu qu'à travers les livres. Je finis la citation. Il avait compris, poursuit Gramsci, le rôle historique et social du prolétariat et ne pouvait plus en faire abstraction. C'est bien cette image-là qui va rester comme une image particulière dans leur rapport commun. Alors j'en arrive à mon troisième point et tout, j'espère, s'éclairer pour vous. Mon troisième point, cette liberté libertaire qui libère et qui émancipe, c'est cette image que j'aimerais donner de Gobetti. Donc Gobetti, c'est un génie, un jeune génie. Il a 10 ans de moins que Gramsci, il meurt à 25 ans à peine. C'est un libéral qui se considère comme un libéral révolutionnaire et qui précisément construit cette définition autour de l'expérience des conseils d'usine de Turin et de la manière qu'a eu Gramsci de les envisager et de les analyser. Gobetti est le seul libéral à ce moment-là, le seul jeune libéral qui envisage la révolution d'octobre comme un grand fait libéral, je cite, parce qu'il incarne une liberté qui libère. La révolution d'octobre est un grand fait libéral parce qu'elle incarne une liberté qui libère. Pourquoi est-ce si important dans ce moment-là? C'est précisément parce que dans ce moment-là, les éléments qui forment les identités politiques troublent des différents personnages, en particulier quand on parle de Gobetti, qui est une personnalité qui est en train de se construire, c'est un jeune intellectuel qui est en train de se construire. C'est précisément à ce moment-là que la liberté, comme concept, revient à ses sources de la fin du XVIIIe, XIXe siècle, mais qui ne peut pas faire abstraction, comme le dit Gramsci, du prolétariat et des luttes des prolétaires depuis en gros la révolution d'octobre. Donc pour Gobetti, les conseils d'usine, l'occupation des usines, cette première étape d'une révolution socialiste, c'est en quelque sorte le début de la preuve que font les masses révolutionnaires
et les ouvriers en particulier, d'une volonté d'autonomie, d'une volonté d'instaurer la liberté et d'une affirmation, dit-il, du libéralisme. On sent tout le travail qui est mis là autour, parce que précisément ce travail-là autour de la liberté, autour des réflexions que cela implique, aura d'autant plus d'importance avec l'arrivée concomitante du fascisme vers le pouvoir. Et c'est ça, et je vais terminer là-dessus, et c'est ça que Gramsci envisage dans cette relation étrange qu'il noue avec cet intellectuel libéral et libertaire, comme il se définit lui-même. C'est précisément ça que Gramsci perçoit un peu tard, mais qu'il perçoit au moment où il apprend la mort de Piero Gobetti. Piero Gobetti a été battu à de nombreuses reprises par les escouades fascistes. Il part en France et il meurt en France suite à cela. Et quand Gramsci apprend la mort de Gobetti, avec qui il a eu une relation intense, des échanges, Gobetti a écrit pour l'Ordine Nuovo, Gramsci a écrit pour la revue de Gobetti, ils ont échangé, Gramsci était conscient de ce rapport fort avec ce jeune intellectuel. Et bien Gramsci comprend précisément autour de cette notion de liberté révolutionnaire, ou de révolution libérale, comme l'appellera Gobetti, que Gobetti pouvait avoir un rôle essentiel, il le dira dans les appunti sulla questione meridionale, il pouvait avoir un rôle essentiel de liaison avec les intellectuels du pays, avec des intellectuels qui, pendant la période 1920, avaient fait montre d'être favorables à, je cite, Gramsci, la dictature du prolétariat. Et c'est cette chance perdue pour une partie du PC que Gramsci va mettre en exergue à ce moment-là. La liberté, la révolution libérale, la liberté révolutionnaire comme élément cardinal pour Gramsci, pour saisir ce lien entre les intellectuels qui ont traversé avec lui l'époque des conseils et qui ont apprécié à sa juste mesure les avancées révolutionnaires des conseils italiens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Je propose de passer directement à la